La légende commence par ici. Il faut être ici pour exister. Toute la cité en parlait. Force à vous, forcez, tu vas aimer. Toute la cité en parle. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, j'allais oublier. Ça peut pas s'oublier, ça. Je voudrais faire un grand big up à Claude-Franck Aboud et Noël Bouli. Bravo à vous. Merci Senaya, artiste franco-canadienne que nous allons sûrement recevoir d'ici peu. Elle nous fait le coucou. Merci Senaya. Merci à vous aussi qui nous suivez. Nous sommes là, au rendez-vous, comme tous les week-ends désormais. Et on prend plaisir à être là pour vous. Ce sera tout à l'heure, après ce jingle. Et comme nous sommes actuels, on commence par l'actu au pas de course. Et ce soir encore, on va recevoir nos amis Noël Bouli qui arrive. Salut No. Salut Franck. Salut. Ok, ça va? Impeccable. Impeccable. Bon, on répond le même mot, impeccable comme la dernière fois. Toujours impeccable. Toujours impeccable. Et Christian aussi, toujours impeccable. Salut Christian. Oui, bonsoir Franck. Comment ça va? Bonsoir Noël. Ça va? Bonsoir Super Christian. bien. Ok. On serre la main. L'actu au parc course peut enfin commencer. L'actu ce soir, ce sera bien sûr la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire où c'est la fin aujourd'hui de la campagne électorale. C'était hier. Aujourd'hui, c'est journée tranquille pour le vote demain. Au Cameroun, c'est parti. On connaît maintenant les résultats. Oui. Également à Madagascar, un nouveau Premier ministre qui est déjà contesté. Tout cela, on le fera dans l'actu au pas de course. Mais bien avant, encore un jingle pour nous mettre en forme. Je vais même ajouter qu'on ira également en France où, vous le savez, l'ancien président français est depuis quelques jours en prison. On en saura un peu plus avec notre représentant en Italie, en Europe, Laurent Debailly. Mais pour commencer, facteur de proximité oblige en Côte d'Ivoire. Vous le savez, après 2 semaines de campagne, c'est fini pour la campagne électorale. Le vote sera demain, samedi. Et cette campagne aura été marquée par la contestation de l'opposition et finalement par une grande parade de présidents sortants à travers les rues d'Abidjan. Ça, c'était ce qu'on peut dire sur la Côte d'Ivoire. Rapidement, on part au Cameroun. Au Cameroun également, là-bas aussi, c'est parti, c'est fini? Oui, au Cameroun, c'est fini. Malheureusement, il y a une contestation qui est en train de marquer le Cameroun et ses élections. C'est la contestation d'Issa Chiroma, qui est venu en 2e position des résultats proclamés par la Commission nationale de recensement des votes, l'équivalent de la CEI ici en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a beaucoup de contestations dans les grandes villes du Cameroun, notamment à Garoua, à Yaoundé, des jets de pierre, des arrestations, des dispersions violentes, des affrontements avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre meublent toutes ces différentes contestations et d'ailleurs on a appris aussi que Paul Biya essaie de calmer la situation en proposant un poste de Premier ministre à Issa Chiroma qui ne veut rien entendre de cette proposition. Premier ministre, vous avez dit, hein, Premier ministre. On va à Madagascar, sur la grande île, un Premier ministre qui est déjà nommé, mais aussitôt nommé,
aussitôt contesté. Voilà, le nouveau Premier ministre nommé par le colonel Michael Randrianirina est contesté par le mouvement Gen Z, qui est celui-là qui a emporté le président André Rajoelina et auquel s'est joint la CAPSAT du colonel Randrianirina. Et justement, le mouvement Gen Z ne comprend pas quels sont les contours de la nomination de ce nouveau Premier ministre. Il se dit que voilà, les conditions sont opaques, elles sont floues, elles ne sont pas transparentes. Et justement, ils ont proposé également un autre Premier ministre, ils n'ont pas eu d'écho favorable. Et il y a également certains opposants qui ont estimé que les conditions dans lesquelles le nouveau Premier ministre a été nommé ne sont pas également connues de tous. Quand il y a d'autres opposants également qui estiment qu'il faut un peu de temps au nouveau Premier ministre de s'acclimater afin qu'on puisse lui permettre de faire ses preuves. En tout cas, il y a un flou total pour l'instant à Madagascar, en espérant que dans les jours à venir, il y aura beaucoup d'améliorations et que la tension sera apaisée. Notre ami Randy, colonel Randry, commence pas dans les meilleurs auspices, apparemment. Oui, il ne commence pas dans les meilleurs auspices. Il était acclamé comme le sauveur, comme celui qui allait faire changer la situation. Mais déjà, il est décrié. Et d'ailleurs, pour lui, la nomination de ce Premier ministre répond à certaines exigences. C'est-à-dire que voilà, il faut que ce Premier ministre ait des rapports sains et corrects avec l'international. Mais le mouvement Gen Z estime que ce Premier ministre ne répond pas à leurs attentes. Et donc, il y a des brouilles. Est-ce qu'il y aura encore des soubresauts à Madagascar? Les jours prochains, nous situerons. Il s'agit pour ceux vont nous situer également sur la vie de Noël Boly, en pas tant de jours. Maintenant, on voit un peu Cameroun, Madagascar, les après-élections ou après coup d'État en guillemets sont toujours un peu compliqués. Non, mais c'est vrai qu'à Madagascar, c'est quand même assez surprenant parce qu'on vient de nommer à peine le chef du gouvernement qu'on le conteste déjà. Il n'a encore rien fait. Ils estiment, enfin la génération Gen Z estime que sa nomination a été un petit peu bafouée. Pourquoi? Comment? On le saura plus tard. Au Cameroun, le Conseil constitutionnel va se prononcer le 27. Ce sera demain? Demain. Après-demain, le 26. Enfin, le 27. 27. Finalement, ils ont changé, c'est le 27. Okay. Donc on verra qui sera élu. C'est vrai qu'il s'est dit ici ou là, comme l'a dit si bien Christian, que c'est Paul Biya qui sort vainqueur de ces élections. Maintenant, le Conseil constitutionnel, pour l'instant, est dans la phase de contentieux, parce qu'il y a quand même des contentieux, il est dans la phase de contentieux, et qu'une fois que ce sera entériné, à ce moment-là, on proclamera les résultats le 27, officiel, stipule définitif. Leur date, enfin leur loi. Donc on attend le 27 tranquillement et on verra bien qui sera le vainqueur. Alors, si un président est parti à Madagascar, un nouveau s'est installé à Madagascar, au Cameroun, le président sortant pourra faire rebelote. En France, un ancien président est aussi en difficulté. Nicolas Sarkozy, depuis quelques jours, depuis mardi dernier, est en prison. Déjà un premier mot avant qu'on ne joigne Laurent Debailly depuis l'Italie. Oui. Déjà c'est surprenant, quoi. Je veux dire, dans toute la constitution de la France, il n'y a jamais eu un ancien président aller en prison. Donc c'est une première, il faut quand même le souligner. C'est vrai que depuis mardi dernier, il y est. Il est à la prison de la Santé à Paris dans le 14e. C'est vrai que c'est pas évident pour lui. Il est dans la cellule d'isolement parce qu'il est tout seul. Vous savez, de par son statut de président de la République, forcément on le met tout seul, on ne le met pas avec les autres détenus. Mais il se fait insulter. Il a piqué une crise de nerfs. Donc du coup, il s'est fait évacuer à la salle médicale de la prison parce qu'il est complètement en crise de nerfs parce qu'il ne savait pas que la prison était aussi féroce et il se fait insulter de toutes parts. J'espère pour lui qu'il va quand même reprendre du poil de la bête. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'il se fait surveiller par 2 officiers de police qui sont en permanence avec lui, qui sont dans une cellule voisine. Donc, comme c'était un ancien président, il a quand même droit à certaines choses. Oui. Bon, ça, c'est pas quand même surprenant, mais j'espère pour lui qu'il s'en sortira parce que la vie en prison, ça ne va pas être facile. Alors, on va quand même rejoindre l'Europe, l'Italie, tout proche de la France, rejoindre Laurent Debailly qui nous fait un peu l'historique, sinon qui fait un peu le résumé sur la situation Nicolas Sarkozy. Laurent. Jamais vu sous la Ve République, un ancien président derrière les barreaux. Sarkozy, chute d'un homme ou d'un système. Le mardi 21 octobre dernier, Nicolas Sarkozy a été incarcéré à la prison de la Santé à Paris dans le cadre de sa condamnation liée à l'affaire des fonds libyens. Ce vendredi 24 octobre 2025 marque sa 3e nuit derrière les barreaux, une séquence inédite pour un ancien président français, alors que les démarches pour sa libération sous bracelet électronique sont déjà en cours. Aux premières heures du mardi 21 octobre, une foule de partisans s'est rassemblée devant le domicile de Nicolas Sarkozy pour lui témoigner son soutien.
Malgré la tension du moment, chants et messages d'encouragement ont accompagné l'ancien président jusqu'à son départ vers la prison de la Santé. La Marseillaise, entonnée par ses partisans, l'accueille dès sa sortie de chez lui. Nicolas! Nicolas! On t'aime, Nicolas! 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 Qu'il s'agisse d'un détenu particulier, on le comprend aussi à la poignée de main échangée avec les agents. Nicolas Sarkozy, accompagné de sa troisième épouse, la top modèle italienne Carla Bruni, descend vers la petite foule qui l'attend. Il reçoit les hommages, embrasse rapidement Carla avant de monter dans la voiture. Le transfert vers la prison parisienne de la Santé est lent. Il y passera les premières semaines de sa condamnation en première instance. 5 ans pour association de malfaiteurs dans l'affaire des fonds libyens, sollicité par 2 proches collaborateurs pour sa campagne présidentielle de 2007. Il est le premier ancien président français à être incarcéré. Pendant le trajet vers la prison de la Santé, l'ancien président Nicolas Sarkozy publie un tweet. Un message bref mais chargé de détermination dans lequel il réaffirme son innocence et promet que la vérité triomphera. Un geste symbolique adressé à ses soutiens et à l'opinion publique alors qu'il entame une étape inédite de sa vie politique et personnelle. La vérité triomphera, écrit Sarkozy sur le réseau social X. Il continue de clamer son innocence. Ses avocats ont déjà fait appel et déposé une demande de libération en attendant une éventuelle assignation à domicile avec bracelet électronique. Les avocats de Nicolas Sarkozy dénoncent une situation qu'ils qualifient de honteuse. Le tribunal en plus a voulu, en dépit des constatations qu'il avait faites, que Nicolas Sarkozy soit incarcéré. C'est un jour funeste pour lui, pour la France et pour nos institutions, car cette incarcération est une honte. À partir du moment où il a mis un pied en détention, les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait lui reprocher, on pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Pas de risque de pression sur les témoins. Rien ne justifie la première heure de détention. Il y est pour un minimum de 3 semaines ou 1 mois, puisque la Cour d'appel a 2 mois pour statuer sur une demande de mise en liberté et le délai moyen à la Cour d'appel de Paris, c'est 1 mois. Donc, en tout état de cause, même si rien ne justifie cette détention, il y est pour 1 mois. C'est un moment, comme Jean-Michel Darrois le disait, un moment qui est très dur. Mais le président a fait face. Il affronte avec beaucoup de force cette incarcération, même si c'est une injustice épouvantable, une grave injustice, une honte. C'est vraiment une honte de l'incarcérer. À son entrée à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy emporte 2 ouvrages lourds de sens. La biographie de Jésus de Jean-Christian Petitfil, reflet d'une quête spirituelle face à l'épreuve, et le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Récit d'un homme injustement condamné qui attend patiemment que la vérité triomphe. 2 lectures choisies non pour passer le temps, mais pour affirmer une posture, celle d'un homme qui se veut à la fois résilient et réhabilité. Nicolas Sarkozy, âgé de 70 ans, est incarcéré dans le quartier d'isolement de la prison de la Santé. Bien que le centre pénitentiaire du 14e arrondissement de Paris dispose aussi d'un quartier réservé aux détenus vulnérables. En raison de son âge, 70 ans, et de sa notoriété, les autorités ont finalement opté pour l'isolement, pour garantir sa sécurité et limiter les contacts. Il est dans une cellule de 9 mètres carrés. Active à la justice, parfois crue, parfois nue, elle ne distingue ni trône ni rue. Et dans cette cellule de 9 mètres carrés, le silence pèse plus que les regrets.
Oui, Laurent, on est quand même curieux de savoir comment se sont passées les premières nuits de Sarkozy en prison. Franck, la deuxième nuit de Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé a été particulièrement mouvementée. Je vous fais écouter un enregistrement dans lequel plusieurs détenus profèrent des insultes et des menaces à l'encontre de l'ancien président, criant notamment « Oh Sarko, réveille-toi ». Sarko, il est juste là, quartier isolé. Il est tout seul en cellule, il vient d'arriver mardi 20 octobre 2025. Il va passer une mauvaise détention. Juste à côté, il y a le mitard. En dessous, c'est le mitard. Lui, il est juste au-dessus. Et on est au courant de tout. On va venger Kadhafi. On est au courant de tout, Sarko. Sarko, Ziad Tekidjin, on est au courant. Rends les milliards de dollars. Voilà. Ça, c'est le gars qui a vendu l'hôtel à Sarkozy, vidéo. Regarde. Appelle Sarko. Attends, on va le réveiller, frère. Envoie un lion, si tu veux que je l'appelle, t'as cru c'est gratuit ou quoi? Ouais, Sarkozy! Ouais, Nicolas! À la suite de ces incidents, les détenus impliqués ont été placés en garde à vue puis transférés dans un autre établissement pénitentiaire. Face à cette situation, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé qu'il se rendrait personnellement à la prison, rendre visite à Nicolas Sarkozy et s'assurer de ses conditions de détention. Voilà, donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire à propos du dossier Sarkozy. Il faut également ajouter peut-être que ce n'est pas unanime. Les Français, il y a certains qui sont pour, il y a certains qui sont contre. Dans le monde des arts, il y a des chanteurs qui sont contents, qui ont fait des chansons, il y a d'autres qui font le contraire. Mais en gros, c'est une grande première quand même, tout le monde est plus ou moins surpris, là, comme vous le disiez à l'instant. Ouais. C'est une grande première. C'est vrai que sa première nuit, pour reprendre un petit peu les propos de Laurent, sa première nuit fut très difficile, parce que dormir en prison, c'est quand même pas dormir dans un hôtel 5 étoiles. Un président. En plus, un président de la République. Il habite dans le 16e, il se retrouve dans une cellule de 9 mètres carrés, il faut quand même le souligner, où il y a quand même tout. Il y a une douche, il y a une table, il y a des chaises, il y a des toilettes, mais c'est 9 mètres carrés. Il a un téléphone fixe aussi, il faut le dire. Comme quoi, la vie, que de surprises, ça réserve. Christian, merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ouais. Non, c'est le furtif. Merci. Et sur le furtif, on se retrouve, mais on parlera tout à l'heure de cette bataille des airs qui a lieu actuellement entre la Côte d'Ivoire et la France, entre Air Côte d'Ivoire et Air France et Corsair. À tout à l'heure. Depuis quelques jours, il se passe des choses dans le ciel de la Côte d'Ivoire. On parle des batailles des airs entre Air Côte d'Ivoire, Air France et Corsair. On va s'asseoir pour être aux premières loges de cette bataille entre la Côte d'Ivoire et la France. Bataille du ciel, bien sûr, il s'agit d'aviation, mais on ne sera pas seul. On va être avec Christian, qui revient. Océane. Et puis Ami, notre spécialiste économie. Voilà, on s'assied. Bonsoir. Ça va? Bonsoir. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, depuis quelques jours, la France et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu dis, la Côte d'Ivoire? La France et la Côte d'Ivoire, je veux dire. La France et la Côte d'Ivoire ne sont pas sur les mêmes ondes, n'ont pas le même trafic aérien. La Côte d'Ivoire n'a pas donné d'accord aux compagnies françaises que sont Air France et Corsair pour le trafic aérien en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Dans quelques jours, ça va commencer, l'aspect hiver. Et pourtant, il y a quelques jours aussi, le 15 octobre dernier, Air Côte d'Ivoire a eu sa licence pour arriver en France. Quelque chose se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ce plateau va essayer de vous éclairer. Christian, il se passe quoi? Alors, il se passe une grosse concurrence entre Air Côte d'Ivoire et les deux compagnies françaises. On le sait, les deux compagnies françaises ont presque le monopole de la ligne Abidjan-Paris
Abidjan. Et aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire est en train de se développer. Et Air Côte d'Ivoire a pour ambition de développer les lignes intra-africaines à partir d'Abidjan vers les destinations africaines. Et pour cela, il faut trouver de l'argent pour pouvoir investir dans ce domaine-là. Et elles se sont rendues compte qu'il y a une forte demande, entre 5 et 7% chaque année, pour la ligne Abidjan-Paris. Alors elles décident d'explorer et de développer cette ligne, sauf que il y a la présence de Air France et de Corsair qui bloquent un peu le processus. Alors elles vont en négociation avec ces deux compagnies qui refusent, et pourtant le ministre du Transport de Côte d'Ivoire, Amadou Koné, estime qu'il y a un accord qui prévoit à ce que Air Côte d'Ivoire puisse développer ces lignes-là. Voilà, les deux compagnies françaises estiment que cet accord... En somme, il n'y a pas d'accord entre les compagnies françaises et la compagnie ivoirienne pour exploiter l'espace ivoirien. Voilà, il y a un accord, mais l'accord est jugé assez... Caduc non, pas assez précis. Assez précis. Pas assez précis par les deux compagnies. En fait, si je peux reprendre un petit peu ce qu'a dit Christian, ce qui est d'ailleurs vrai, en fait, c'est une question d'équilibre. Parce qu'il y a 2 vols Air France par jour entre Paris et Abidjan et pareil entre Abidjan et Paris. Ouais. Il y a un seul vol Corsair. En gros, il y a 3 vols. Et dans les 3 vols, la direction de l'aviation civile ivoirienne aimerait bien en retirer un vol afin d'inclure Air Côte d'Ivoire. Comme ça, on sera dans l'équitabilité. C'est une question d'équitabilité. Ce n'est pas refouler complètement les vols français, mais c'est simplement une question d'équitabilité. Alors pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pour ça, la direction de l'aviation civile a bloqué, il faut le dire clairement, a bloqué la demande de la saison hivernale concernant les vols français. C'est-à-dire que Corsair peut voyager, Corsair peut voler, Air France a le droit pour l'instant qu'à un seul vol. Donc s'ils veulent toujours conserver leurs 2 vols, ce ne sera pas possible parce que c'est une question d'équitabilité. Il faut se rendre compte que les vols européens représentent à hauteur de 86% du trafic aérien africain. C'est énorme. C'est énorme. 86%. 86%, c'est énorme. Et les Africains et les Ivoiriens particulièrement aimeraient bien réduire cet écart. Par exemple, cet écart qui est historique. Parce que depuis 1940, Air France est quand même instauré dans le ciel ivoirien. Donc voilà, en fait, c'est les discussions qu'il y a, mais pour l'instant, on espère que ça va aboutir. C'est un peu le blocage. On espère que ça va aboutir. Alors donc, pour terminer, ces vols long courriers qui sont rentables expliquent pourquoi Air Côte d'Ivoire veut les exploiter. Et cette équitabilité dont parlait Noël tout à l'heure est une réalité. C'est bien inscrit dans l'accord, mais jusque-là, elle bute sur la position de Air France et de Corsair qui ne veulent pas en entendre parler. Mais il y a des négociations qui sont en cours et apparemment, ces négociations pourraient aboutir. Il faudrait encore quelques jours pour voir de quoi cela sera fait. Tout ça, c'est une histoire d'argent, forcément. Ami? Oui, effectivement. On parle de combien? Il s'agit de quoi? Quelles sont les sommes qui sont en jeu? D'abord, il faut retenir que Air Côte d'Ivoire est une structure mixte. Elle a 58% de parts, elle est actionnaire à hauteur de 58%. L'État de Côte d'Ivoire a 58% de parts. Oui, elle a 58% de parts, suivie de Optimus Holding, qui a 23%, Air France, 11%, et 8% pour la BOAD, qui est la Banque Ouest-Africaine de Développement. Ouais. Et toujours en parlant de la Banque Ouest-Africaine de Développement, qui est la BOAD, sachez que c'est elle qui a financé pour l'achat des 2 avions dont on parle, le les 2 Boeing, là. Voilà, le A330-900 Neo. Voilà, c'est elle qui a financé à hauteur de 50 milliards de francs, 30,9 milliards du moins. On va se calmer, ami. On va se calmer. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait trop d'argent. Alors, on se calme. Alors, on va reprendre tout ça. Les 2 avions ont été achetés par la BOAD. Oui, à combien? 30 milliards de francs. 30,9 milliards de francs. Pas de 31 milliards de francs CFA. Voilà. Ouais. Ça c'est déjà ce qu'on peut dire. Et il faut dire également qu'en 2024, Air Côte d'Ivoire a fait un bénéfice de 1,478 milliard francs. 1 milliard. Oui. C'est donc une ligne très rentable. Très rentable. Et Côte d'Ivoire aimerait bien grignoter quand même cette grande part de gâteau. Non, mais parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous qui avons un petit peu peut-être la chance, on va dire entre guillemets, si on peut considérer ça ainsi, je veux dire, on a la chance quand même de
de pouvoir voyager, on s'aperçoit qu'effectivement, les vols Air France, non mais il faut le dire, parce que bon, on est quand même des témoins vivants, hein, je veux dire, on peut témoigner. Les vols Air France et Corsair sont quasiment toujours pleins. Toujours pleins. À la limite, on se demande où ils vont tous ces gens-là, c'est toujours plein. C'est difficile de trouver. Aller comme retour. Aller comme retour. C'est quand même assez drôle. Hein. Donc, on est Air Côte d'Ivoire, stratégiquement, ils ont estimé que c'était quand même une part de marché à conquérir, ce qui est tout à fait normal. D'autant plus qu'on parle de leur pays. Donc, ils ont cette force, pour une fois, et franchement, moi, je les encourage, ils ont cette force de pouvoir décider du trafic aérien ivoirien. Alors, on parle de trafic aérien. Océane Ouattara, il y a une histoire dans ce trafic. Bien sûr qu'il y a une histoire. Depuis au début... Depuis un moment, en tout cas, il faudra savoir que l'histoire du partage entre l'espace aérien ivoirien et français date depuis des années 1900, on dira dans notre jargon, donc des années en arrière. Il faut dire qu'au fil des ans, cela a évolué. Donc, avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dans les années 1960, la liaison aérienne était principalement assurée par Air France à l'époque. Donc, il n'y avait que eux qui avaient le monopole sur les voyages, jusqu'à ce qu'il y ait, en 1960, lorsque nous avons pris notre indépendance, la création du secteur aérien de Air Ivoire à cette époque-là. Donc, il n'y avait pas encore Air Côte d'Ivoire. C'était Air Ivoire qui faisait donc ce trafic de voyage. Donc, au fur et à mesure, nous avons constaté, puisqu'il y a eu un accord entre les deux compagnies aériennes, Air France se rend compte que la compagnie ivoirienne se développe dans l'aviation et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui abonde dans l'avion. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils signent un accord de place pour permettre donc à ces deux compagnies-là de survoler et de gagner son gain. Seulement qu'aujourd'hui, comme l'a si bien précisé Bouli, il y a de l'affluence. Donc cet accord-là, comment est-ce que le briser? On ne peut pas le briser parce que c'est quand même Air France qui a commencé à rapporter, donc à faire partie les Ivoiriens en Europe et les ramener. Donc du coup, on voit quelque part d'abord une grosse fortune qui va s'écrouler si cet accord-là est brisé. Et donc du coup, Air Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, Air Ivoire qui devient Air Côte d'Ivoire, essaie de s'accorder donc avec Air France et puis Air Corsair aussi pour voir comment ils pourraient trouver un accord pour pouvoir continuer dans cet accord, je dirais, bilatéral qui avait commencé. Donc c'est quelque chose qui date depuis très longtemps où déjà Air France avait le droit de vol. Depuis très longtemps, le monopole de cet espace aérien est tenu par Air France, depuis très longtemps. Donc, ça date même avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire arrive. C'est ça. Au début, même Air France est dans l'actionnariat de Côte d'Ivoire. On dit quoi? À hauteur de 8%? 11%. Non, 11%. Donc on va dire c'est un peu le petit de Air France qui se met en place. Se met faisant, ou bien ciel faisant, on va dire comme ça. C'est ça. Et Côte d'Ivoire prend de l'ambition. C'est clair. Qui est légitime, c'est son pays. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, c'est légitime. Voilà, il devient gros. Et voilà, ça fait deux gros sur la même ligne. Voilà, bien sûr, parce que cela reflète quand même d'évolution économique. Il y a une évolution économique, il y a une évolution, je dirais même politique à l'intérieur. Donc, du coup, il faut forcément qu'ils s'accordent. Mais est-ce que Air Côte d'Ivoire a-t-il les moyens pour assurer cette ambition? Ah oui, non, mais bien sûr. C'est pour ça que je parlais de la direction de l'aviation civile, qui aujourd'hui bloque les vols de la saison hivernale pour Air France et Corsair. Donc à l'époque, moi quand j'ai lu ça, je me suis dit, oulala, c'est quoi cette blague? Mais après, je me suis rendu compte que c'était quand même du sérieux. Parce qu'il y a quand même quasiment tous les journaux qui sortent la même information, à quelques articles, à quelques virgules près. Donc je me dis que c'est du sérieux. Parce qu'aujourd'hui, Air Côte d'Ivoire a vraiment envie de s'implanter dans le monde international qui consiste à la voie entre Paris et Abidjan, et entre Abidjan et Paris, parce qu'encore une fois, c'est une zone avec un taux d'affluence assez considérable. Donc il y a un gain à obtenir de ce côté-là. Donc on ne va pas léser sur les moyens. Je voudrais aussi ajouter que ce qui montre également que Air Côte d'Ivoire est assez ambitieux, c'est l'acquisition du nouvel Airbus A339 son Neo, qui a été d'ailleurs inauguré en grande pompe, avec la présence de la Première Dame. Et on a vu également cette campagne publicitaire avec les grosses stars de la Côte d'Ivoire, ce qui montre que Air Côte d'Ivoire a de l'ambition et ils vont tout faire, je pense, pour s'entendre avec Air France et Corsair afin de pouvoir commencer cette ligne. Pour pallier ce manque-là, sachez qu'il y a sur 16 millions de voyageurs, de passagers, il n'y a que 1%. 16 millions par an. Il n'y a que 1%. Géré par les compagnies. Les chiffres sont importants. Oui, très importants. Il y a 16 millions de voyageurs par an sur 16 millions de passagers reliant l'Afrique de l'Ouest au reste du monde.
l'Afrique, les compagnies africaines ne sont qu'à 1%. Donc, ça veut dire que le reste est géré par les compagnies hors de l'Afrique. Voilà. Ah, ça, c'est carrément dérisoire. C'était un gros gâteau. Ouais, si. 1% et 82%, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. 82% pour les opérateurs européens. Donc on voit qu'on est complètement dans une forme de déséquilibre. Or, on sait très bien que dans le monde dans lequel nous vivons, quand il y a des déséquilibres, à un moment donné, il y a des fissurations et il y a des contestations. Et bien, c'est ce qui se passe. Donc pour éviter la contestation et le déséquilibre, donc on revient dans l'équitabilité. L'équitabilité, ça voudrait que Air Côte d'Ivoire ait au moins un passage aérien qui est Corsair ou Air France. Mais pas que Air France ait 2 vols par jour. D'accord. Voilà ce qu'on peut dire ici, cette bataille de ciel. Effectivement. Le ciel ivoirien. Et on espère que d'ici là, il aura une solution. Oui. Une solution équitable. Une solution. On espère bien. Il faut bien qu'il y ait des stratégies. Il faut bien qu'il y ait des stratégies pour améliorer ces genres de services. Et surtout que les coûts ne sont pas élevés. Il y a M. Boli qui peut nous offrir un billet bientôt. D'accord. Les coûts sont très élevés. En tout cas, est-ce qu'on a les coûts des billets Air Côte d'Ivoire? Oui, avec précision. Mais c'est variable, non? Oui, ça dépend des saisons, en fait. Oui, ça dépend des saisons. Mais on dit quand même quelques chiffres en moyenne, on va dire que pour la classe économie, ça varie entre 300 et 450 000 francs. Classe économique, Abidjan-Paris? Oui, Abidjan-Paris. Et Abidjan dans la sous-région? Abidjan, dans la sous-région, ça dépend des destinations. Oui. Par exemple, pour Dakar, ça peut varier entre 308 000 et autres. Pour aller à Dakar, pour aller à Dakar, oui. Pour aller à Paris qui est plus loin. Effectivement, c'est un de ces jours, on parlera des billets d'avion, les coûts. Amis, il faut creuser pour voir. Ok. Messieurs, dames, c'était notre regard ce soir. La cité qui regardait ce soir ce petit conflit entre Air France et Air Côte d'Ivoire, entre la France et la Côte d'Ivoire, à propos de l'espace aérien ivoirien. On espère que la solution sera trouvée d'ici là. Merci et à tout à l'heure. Les échos de la cité, dernière partie. On reçoit pour sa première avec nous Nathalie, qui arrive. Nathalie, ça va? Oui, ça va très très bien, merci. Ok. Le professeur d'IA, l'intelligence artificielle, au niveau supérieur, on est content de vous recevoir. Merci. Oui. Bienvenue. Monsieur Boli, vous le connaissez? Oui, tout à fait. Ça va? Oui. D'accord. Avec Nathalie? Dans les croustillants. Roselyne. Tout à fait. Madame fait check. Qu'est-ce qu'on check aujourd'hui? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, hein? Oui. Bonsoir, Franck. C'est tellement beaucoup qu'on ne sera pas seul. Oui, exactement. On sera avec le professeur Serge Nida, professeur de sociologie, hein, ça? Exactement. Voilà. Asseyez-vous là. Merci. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Ok. Bonsoir. Voilà. Bonsoir. On est dans la cité. Cette cité, elle est bavarde, mais elle est critique. Et elle dit des choses. On commence par Roselyne. Ces préjugés qui coulent les rues, on ne sait jamais comment faire avec. Il faut Roselyne pour les checker, pour qu'on sache qui dit vrai, qui a raison, d'où ça vient. Voilà. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Voilà, un sujet qui ne mérite pas d'être traité en tant que préjugé, vu son importance. Il s'agit tout simplement on va dire, de la violence conjugale. Alors, on entend souvent dire un homme ne peut pas être battu, ou encore une femme qui reste dans un foyer avec un homme violent, c'est parce qu'elle aime ça. Alors, ce genre de raisonnement étouffe, on va dire, la douleur de ces personnes-là qui vivent toutes ces différentes souffrances au sein de ces différents foyers. Alors, aujourd'hui, justement, nous allons se pencher sur ce cas. On va en parler. Exactement. Pourquoi on dit elle aime la violence, celle-là, elle aime qu'on la batte pour être heureuse. C'est incroyable qu'on associe douleur et plaisir. C'est quand même grave quoi, de dire ça. Je veux dire, une femme qui se fait battre, on ne peut pas dire qu'elle est là-bas parce que, pardon, parce qu'elle aime ça. Si elle est là-bas, c'est parce que bon, il y a tellement d'engagement. Vous savez, une séparation, c'est pas toujours évident. Surtout quand on est marié avec des enfants. Comprenez? Donc voilà, avoir des préjugés de ce type-là, c'est vraiment minable, quoi. Enfin, pardon, mais je trouve ça. Avant que le professeur ne prenne la parole, Nathalie, un regard sur
Pour nous, c'est un phénomène, c'est quelque chose de grave, quoi. Oui, oui. Un foyer, c'est pour vivre heureux, pas pour se faire battre tout le temps. Hein. Oui, tout à fait, exactement. Et puis, bon, les préjugés, quand même, de dire que c'est parce qu'elle aime ça. J'ai déjà entendu ça et je trouve que c'est quand même un peu limite, quoi, quand même. Professeur Serge Lida, qu'est-ce qu'on peut appeler violence conjugale? À quel moment ça devient quelque chose de très dérangeant, de désagréable? D'accord. Merci. En fait, les violences conjugales, c'est, si vous voulez, c'est l'expression des rapports sociaux de ménage. C'est une des expressions. Donc c'est ce qu'on voit. C'est le côté qui est apparent. J'ai un peu écouté tout le monde. En fait, le foyer ou le ménage, il ne faut pas le voir simplement sous l'aspect des affects, donc l'amour et tout ça. C'est des espaces de pouvoir. Donc, des espaces de pouvoir. C'est des espaces de pouvoir. Ah, okay. Un ménage, c'est un espace de pouvoir. Et donc, il y a des expressions du rapport de force qu'il y a à l'intérieur de ces espaces de pouvoir. C'est comment chacun se positionne. Deuxième niveau d'expression des ménages, ce sont des espaces de resocialisation, puisque c'est des personnes qui arrivent de milieux parfois différents, qui doivent essayer de vivre ensemble. De vivre ensemble, donc de se reconditionner socialement pour pouvoir vivre ensemble. Donc, c'est des choses qui peuvent arriver, ce n'est pas des choses qu'on souhaite le plus souvent, mais ça reste des forces qui s'expriment à l'intérieur de ces ménages. Voilà. Est-ce que c'est juste de dire, elle aime ça, elle aime qu'on la batte, pour elle c'est de l'affection? Est-ce qu'on peut exprimer la violence à travers, l'amour à travers la violence? Franck, quand il dit c'est un espace de pouvoir, je veux dire, on peut quand même débattre là-dessus. On ne peut pas passer quand même sur l'espace de pouvoir. Enfin, pour moi, l'espace de pouvoir, à partir du moment où on intègre une vie commune comme un espace de pouvoir, ça commence à être un petit peu dramatique. On n'est pas là pour s'imposer. Moi, le système de rapport de force, ça me dérange. Franchement, professeur, ça me dérange parce qu'on n'est pas... L'amour, ce n'est pas les rapports de force. À partir du moment où on commence à l'intégrer, là viennent toutes les difficultés. Oui, je vous comprends très bien. Je vous comprends très bien. Sur l'espace de pouvoir, là, ça m'a un peu dérangé. Non, ça peut vous déranger, mais ce n'est pas le pouvoir au sens de chercher à... De domination? Bien sûr, au sens de domination, mais pas domination au sens de supprimer l'autre. C'est pas ça. Bon, mais c'est pas... Ça, c'est les extrêmes. Mais c'est pas des extrêmes, ce que je veux dire. Mais en fait, c'est pas une dimension à négliger. D'accord, je suis d'accord. C'est pas une dimension à négliger. Je veux dire quoi? Il y a plusieurs formes de rationalité qui se jouent à l'intérieur du ménage. Il y a la dimension des affects. C'est sur ça que tout le monde... C'est l'amour, le plaisir. Mais en même temps qu'il y a amour et plaisir dans les affects, il y a la colère aussi, qui est une expression d'affect. Donc, ce que je veux dire de ma position de sociologue, c'est des choses qui sont le produit des rapports de force à l'intérieur du ménage. Voilà mon... Moi, je comprends bien, parce que de toute façon, l'homme ou la femme, chacun veut avoir son espace. C'est un espace de pouvoir, même ça. Soit sur les enfants, soit sur l'environnement même de la maison, soit être le porte-parole attitré de la maison, parce que là, quand tu n'as plus d'argent, il y a beaucoup de choses, c'est vraiment un espace de pouvoir. Mais justement, est-ce que l'amour n'est pas là pour canaliser tout ça? Ça devrait pas être... Est-ce que l'amour n'est pas là pour canaliser tout ça? L'amour, c'est la tolérance. Bien sûr. C'est la compréhension. Alors, quand je vous entends parler, j'ai l'impression que tout ça vole en éclats. Malheureusement, c'est la violence. C'est pas que l'amour ne s'exprime pas. Malheureusement. L'amour s'exprime. Mais la question qui se joue, c'est pourquoi on constate ça? D'accord. Pourquoi on constate que des personnes qui, paradoxalement, se sont jurées amour, en arrivent à des tels extrêmes. Et justement, c'est là où il ne faut pas négliger ces formes d'expression. C'est plusieurs rationalités, en fait, dans le foyer et dans le ménage. Chacun négocie sa position dans le rapport de force. Et ça arrive. C'est moi le père, quand même, non? C'est ça l'expression du pouvoir personnel des gens. C'est pas l'idéal, mais c'est le constat qu'on fait. Roselyne, vous avez quelques témoignages de gens hors de ce plateau? Oui, tout à fait. Nous avons réalisé un micro-trottoir et nous avons pu recueillir quelques impressions. On regarde. Comme la langue et le temps, elles sont ensemble, elles font toujours parler. Il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des palabres. Mais il faudrait que cela n'arrive pas aux mains
voilà, cela constitue une humiliation pour le couple, pour le foyer. Et surtout quand il y a des enfants, ça agit sur la conscience des enfants, sur leurs études et autres. Donc, il va falloir se parler mutuellement. Moi, je souhaiterais que tous ceux qui sont battus, que ce soit les hommes et les femmes, voilà, se mettent ensemble pour régler le problème en famille, comme le linge se lève en famille. Moi, depuis ma naissance, je suis contre ça. Moi-même, j'ai failli même battre un monsieur qui battait toujours sa femme. Donc, je demande à ceux qui battent les femmes d'arrêter. Présentement, là, nous sommes au 21e siècle. Même les chiens même ne se battent plus. Quand vous sentez ce mal, quittez, ne restez pas. Et n'ayez pas honte de parler, hommes comme femmes, surtout pour les hommes. Parlez et fuyez. Et j'ai une copine qui a vécu ça l'année dernière et elle a quitté. Malgré qu'elle avait un enfant, elle n'a pas vu peut-être que de faire le sacrifice, de garder malgré tout ça, de supporter à cause de l'enfant. Non, elle est partie. Elle est partie et elle a trouvé son bonheur. Alors, comme vous avez pu le constater dans cet élément, voilà, pratiquement tout le monde est unanime sur le fait que quand on se met en couple, ce n'est pas, on va dire, un terrain de ring. Voilà. tout à fait. C'est pas, on va dire, monsieur ou madame n'est pas un jeu de ping-pong. Désolée de dire ça comme ça, mais c'est quand même dramatique d'en arriver là. Et on voit aujourd'hui, il y a des statistiques qui montrent que il y a un sociologue ivoirien, par exemple, qui a fait des études et qui a démontré qu'il y a 3% des hommes en couple en Côte d'Ivoire, justement, qui sont victimes de violences conjugales. Et ces personnes-là n'osent pas en parler. Au Cameroun, c'est pareil. Lui, par contre, c'est plutôt un journal qui est paru, on va dire, le 20 avril 2025. Il s'agit de Éco-Santé. Voilà, qui a réalisé une étude à ce sujet-là et qui met en évidence comme quoi un homme sur 4 au Cameroun a été victime justement de violences conjugales. Et 10% de ces personnes-là, malheureusement, n'osent pas en parler, tout simplement parce qu'ils ont, on va dire, ils ont peur d'être rejetés, ils ont peur de ne pas être crus, tout simplement. Professeur, ce qu'elle dit, c'est vrai, hein, est-ce que ça couvre vraiment les rues? Les hommes battus? Bah, oui, bien évidemment, s'il y a des témoignages, c'est que ça existe. Oui, bien sûr. La question à se poser, tout à l'heure, on avait l'impression que c'était l'homme qui battait la femme. Non. Donc, vous voyez. Comme physiquement, souvent, c'est lui qui est le plus costaud, le plus musclé, peut-être. Voilà, mais ça non, dépend. Morphologiquement, il est quand même beaucoup plus. Il a plus de force. Souvent, oui. Il a plus de force. Donc, vous voyez que c'est la position dans le ménage qui fait qu'il peut accepter de se faire battre. Quand je parle de position sociale. Donc là, parce que le ménage, c'est aussi des rapports de dépendance et d'interdépendance. Donc, qui dépend de qui dans un tel ménage? Tout à fait. C'est là la position, c'est là le statut ce jour, en fait. Donc voilà. Vous voyez, quand je disais, c'est la position, c'est la position dans le rapport de force qui détermine qu'on peut battre un homme et puis il peut accepter de se faire battre. Sinon, du point de vue biologique de la Constitution, c'est pratiquement impossible que ça se passe. J'ai un exemple à ce sujet-là, justement. Une personne qui a refusé, justement, de se présenter à la caméra, mais qui a accepté de donner son témoignage. Alors, il me disait comme ça qu'il a une personne dans son entourage qui est battue par sa femme, tout simplement, parce qu'elle a une meilleure situation financière que lui. Dommage. Et une fois que la dame, elle est dehors, le monsieur, il est tout heureux à la maison. Mais une fois qu'elle arrive, c'est une prison dorée pour lui. Et il avait vraiment peur et autres. Il a peur d'elle. Il a peur d'elle. Il a peur de sa patronne, peut-être. Il a peur de sa patronne, comme tu le dis, Franck. Et c'est vraiment dommage. Il ne faudrait vraiment pas qu'on en arrive là. C'est vraiment, j'ai pas envie de dire, pathétique. Voilà, je l'ai dit. Il faut le dire. Hein, mais pardon, tout à l'heure, tu as donné le chiffre concernant les hommes qui se font battre. Oui. Le pourcentage.
Mais tu n'as pas donné le chiffre pour les dames? Oui, pour les dames, merci de le dire. Pour les dames, on est à, selon, on va dire, le programme international de collecte de données PMA, voilà, c'est 10% des femmes en Côte d'Ivoire qui ont été victimes de violences physiques dans leur couple. Et en 2024, le ministère de la Femme a pris en charge 32 428 survivantes de ces violences basées sur le genre. Vraiment, c'est le cas de dire, des survivantes. Hein. Exactement. Ouais. Professeur, mais d'où vient ce préjugé du fait que les femmes aimeraient se faire battre enfin, il y a ce préjugé, on n'y croit pas, mais d'où ça vient? Après, il y a des pathologies. Bien évidemment, il peut y avoir des pathologies. Il y a des personnes qui sont des personnes maso. Ça existe. Ça existe. C'est prouvé psychologiquement. Donc, c'est une pathologie. Ça peut arriver que quelqu'un aime se faire taper dessus. Mais je veux dire, c'est plus de l'ordre. Des cas isolés. Hein. Ouais, c'est des cas isolés, mais c'est plus de l'ordre des préjugés que de réalité. En réalité, il n'y a jamais personne qui aime se faire taper dessus régulièrement. Donc, si la personne demeure dans le ménage, ben, il faut regarder le système de relation qui sous-tend ce type de rapport. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer à ce sujet Alors, pour moi, c'est dans tous les cas, tout ce qui est de l'ordre de la violence entre des personnes, c'est des choses à proscrire. Ça, c'est des choses à proscrire. Mais en même temps, c'est des phénomènes sociaux. Et le phénomène social, sa particularité, c'est que c'est extérieur à nous, c'est général, et puis ça s'impose à nous. Donc, quand ça arrive, il faut essayer de comprendre de quelle manière, par quel process ces choses arrivent avant de trouver une solution, en fait. Donc, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Quand ça arrive, quelquefois on est surpris aussi, et on n'y peut rien, ou on cherche peut-être à comprendre. Oui, n'est-ce pas des fois, c'est pas toujours évident. C'est vrai que les violences, il ne faudra même pas que ça arrive, quoi. Je veux dire, on a la communication, on peut dialoguer, ou alors quand on est trop énervé, ben, on peut sortir de la maison, aller prendre un verre, retrouver des amis, histoire de s'échanger les idées. Mais la violence, vous savez, les drames ne sont pas toujours très loin, hein. Parce qu'un drame est très vite arrivé. Quoi. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on a bousillé toute sa vie, bousillé la vie de ses enfants, on se retrouve en prison, enfin bref. C'est quand même la mère de nos enfants, hein. Bien sûr, c'est pas une autre personne. Hein. Ouais. C'est ça que les enfants appellent maman. Oui, tout à fait. Et ce mot-là est tellement fort que... Oui, tout à fait. D'accord. Alors, pour finir, Franck, je dirais à toutes ces personnes qui sont dans ce genre de relation, aucune relation ne mérite qu'on perde sa voix. Aucune relation ne mérite qu'on perde sa vie. Aucune relation ne mérite qu'on perde sa tranquillité. Vous méritez le bonheur, vous méritez la paix, vous méritez d'être en vie. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes dans ce genre de relation toxique, s'il vous plaît, la vie est un don précieux de Dieu. Et donc, elle mérite d'être vécue. Partez, s'il vous plaît, parce que vous méritez de vivre, tout simplement. Je vois pour ceux qui rient, mais partez s'il vous plaît. Écoutez, on a senti la féministe. C'est pas aussi aisé de partir, en fait. Partez s'il vous plaît. Non, c'est vrai que l'idéal, ce serait ça. On ne sait jamais, il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident. En tout cas, l'idéal, ce serait ça. Partez s'il vous plaît, elle ne partira pas, Nathalie. Elle est là. Non, moi je suis là. Elle est là avec nous et on ne va pas lire. Professeur, c'est un nouveau phénomène qui arrive aussi. On va, comme vous disiez à l'instant, quand ça arrive, il faut chercher à comprendre. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est? Et ça entend envahir nos vies. Nathalie en est un professeur à l'université. On va apprendre des choses. D'abord, c'est quoi l'IA, tout court? L'IA, tout simplement, en fait, c'est l'humain, en fait, qui a donné, on va dire, la parole à l'intelligence artificielle pour que l'intelligence artificielle, nous fasse, en fait, rédaction de textes, en fait, génération d'images, par exemple, et autres. Alors, c'est une intelligence, mais c'est l'homme qui a donné à cette machine-là le pouvoir à cette machine-là. Alors, je t'en prie. En fait, alors, Lia, là, pardon, 2 minutes. Est-ce que c'est pas, je vais peut-être citer une marque, tant pis après. Oui. Est-ce que c'est pas ce que tu vas dire d'ailleurs. Est-ce que c'est pas Google amélioré? Parce que Google faisait un petit peu ça, mais là, on a porté beaucoup plus d'éléments
qui arrive à surplanter Google. L'intelligence artificielle, je vais vous dire, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise tout le temps. On s'en rend même plus compte. L'intelligence artificielle, c'est ton GPS, c'est ton téléphone, hein, et on l'utilise même dans nos vies, on l'utilise dans les entreprises, partout, en fait. Donc, on s'en rend plus compte aujourd'hui. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour draguer une nana? Ah, mais carrément. Mais alors, les sites de rencontres, tout ça, ils sont basés dire. Oui, bien sûr. Quelle question, là? Ça marche. Mais je dirais, bien sûr, ça marche. Ça marche comme ça peut ne pas ça marche comme ça peut ne pas fonctionner. Alors, oui, non, juste la dernière phrase là-dessus. Oui. Là. Ça marche comme ça peut. Oui, non, il peut draguer avec l'IA. En fait, non, c'est pas moi, c'est une question de général. On peut draguer avec l'IA. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, comme je disais tantôt, l'IA se trouve donc dans nos téléphones, nos GPS. Il se trouve dans notre vie au quotidien. Alors, avec l'IA, aujourd'hui, on peut tout faire comme ne pas faire. Il y a une question qui demeure vraiment. Alors, on se pose la question, est-ce que l'IA va remplacer l'humain? C'est la grosse question que tout le monde se pose aujourd'hui. Alors, moi, je vais la poser autrement. Hein. Oui. Est-ce que l'IA menace nos métiers? Justement, j'allais y venir. En fait, je ne dirais pas que l'IA menace nos métiers, parce que, souvenez-vous, quand les dactylos ont vu arriver l'ordinateur, elles ont été quand même affolées. Mais aujourd'hui, toute révolution, en fait, a des questions, en fait. Les gens se posent des questions, ils se demandent cette révolution, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, évidemment, elle peut menacer des métiers, mais je n'emploierai pas la menace pour parler Elle va plutôt améliorer les métiers, non? Elle va améliorer la compétitivité, comme on dit, de nos métiers. Elle va supprimer certains, bien évidemment, mais en même temps, c'est pas, quand on dit supprimer, c'est des tâches répétitives que l'IA va faire. En tant qu'humain, on n'aime pas faire forcément des tâches répétitives. Quand on regarde en Europe, bon, c'est pas trop arrivé encore en Afrique, mais en Europe, parce qu'il y a certains métiers qui ont disparu, comme le métier de hôtesse de vente, de caissière et tout ça, ça a disparu. Ici, c'est encore là. Et tant mieux. Les pompistes à la station. Oui, tout à fait. Tout ça, ça a disparu. Donc, mais par contre, si on regarde bien, l'IA nous permet aujourd'hui la rentabilité, et dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de la santé, on va dire qu'il peut détecter très tôt une maladie et le médecin peut poser un bon diagnostic. Dans la communication, aujourd'hui, il nous permet de générer des images et surtout également de rédiger des textes. Dans l'agroalimentaire, par exemple aussi dans tout ce qui est, on va dire, culture, elle nous permet en fait de prédire. Donc, il y a la météo, par exemple, ça permet pas mal de choses. Donc, aujourd'hui, on va dire que l'IA, ce n'est pas vraiment une menace, on va l'utiliser plutôt, l'IA nous permet de nous rentabiliser dans tous nos métiers. D'accord. On va mettre une pause quand même, parce que là, c'est votre métier que vous en parlez. C'est le boulevard. Là, elle n'arrêtera plus. Là, c'est le prof qui parle. Vous êtes avec nous. On va laisser le cours pour aujourd'hui. On va reprendre demain. On va reprendre ça demain. D'accord, ok, ça marche. On en a pour la soirée. Ça marche, je précise que Nathalie est là, avec nous pour vous. Elle ira en profondeur sur ce sujet chaque fois qu'on sera là. Pour l'instant, il faut qu'on arrête là, ce soir. Mais je voudrais juste dire un truc pour terminer. Juste une petite chose pour terminer. Juste une phrase. Il ne faudrait pas qu'on voit l'IA comme une menace, parce qu'aujourd'hui, en fait, notre intelligence en tant qu'humain, on doit cohabiter avec la machine. Parce qu'après tout, l'IA, ça ne nous définit pas. L'IA, c'est plutôt un outil qu'on utilise. Donc, quand vous utilisez les applications, vous n'avez pas peur d'utiliser les applications, ben, l'IA, c'est pareil. Hein. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, professeur. Professeur Lida Serge, merci aussi pour l'aspect sociologique de ce préjugé. Les femmes aiment être dans les foyers où on les frappe, en guillemets, de façon triviale. Merci d'avoir été là pour nous éclairer quand même. Merci. Cet espace de pouvoir qu'est le foyer. Même si. Pouvoir. Ouais, c'était des grands thèmes. Oh, mais c'est la réalité en fait. Rapport de force. Roselyne, oui. Merci aussi. Qui va prendre le dessus. Et puis, professeur Nathalie. Merci. À très vite. Et merci. Tout à fait. Merci. J'espère. Oh, mais tout le temps, ouais. Voilà, donc merci. Et puis, tout à l'heure, on se retrouve pour la fin de cette émission. Pour l'instant, retenez que la cité a parlé à travers les sociologues, à travers la scientifique, à travers la journaliste, à travers M. Boli. Le meilleur pour la fin. Oui, toujours.
on termine avec vous. Oui, Vos astuces. Oui, aujourd'hui. Qui vont nous booster encore ce soir, non? Non. Aujourd'hui, ça ne va pas vous booster, mais ça va vous aider. Okay. Si tu en as marre des salamandres et des insectes dans ta maison, il faut bien écouter. Mais moi, ça m'intéresse vraiment, quoi. Parce que franchement, les salamandres. Alors, écoutons. Messieurs, mesdames, les salamandres, ne venez plus dans ma chambre. Parce que quand vous êtes là, j'ai du mal à dormir. D'accord. Justement, vous pouvez brûler un peu de café moulu ou café en poudre, parce que la fumée, elle fait fuir les salamandres. Ils n'aiment pas l'odeur. Vous pouvez aussi, vous pouvez faire un spray que vous pouvez utiliser une fois par semaine. Vous pulvérisez là où vous voyez... Un spray avec ce... Non. Le spray, vous allez mettre un peu de... Le clou de girofle, non? Non, ce n'est pas le clou de girofle. Vous allez combiner un peu de... comment je dirais... Un spray fait maison, quoi. Oui, c'est un peu de poivre noir. Oui. Un peu de poivre noir. Vous mettez un peu de piment, si vous voulez, et vous mélangez avec un peu d'eau. Et vous pulvérisez un peu partout. Et vous mettez un peu de vinaigre blanc aussi. Okay. Donc, et ça je récapitule. Fait fuir les salamandres aussi. Oui. Ah, mais ils sont morts ce soir. Mais ce qui est plus efficace, et qui est plus simple à faire, vous écrasez de l'ail et vous mettez un peu, tu vois, là où vous voyez que les salamandres aiment passer, tu vois, dans les coins des fenêtres, en haut, vous mettez un peu d'ail. Oui, voilà. Et pour les cafards, c'est facile, vous mélangez juste du sucre et du bicarbonate de soude et vous mettez là où vous voyez que les cafards aiment aller, derrière les frigos, voilà. Mais et les fourmis, nos amis et les fourmis, parce que les fourmis, oui, sont tes amis, les fourmis, ils détestent... Nos amis, les fourmis. sont tes amis. Les fourmis, c'est simple, vous tracez avec du vinaigre blanc ou du sel, là où ils passent. Vous mettez un peu de sel là où passent les fourmis. D'accord, ok. Voilà. Ah, ce soir, c'était efficace. Hein. On s'est boosté l'action contre ces bestioles qu'on n'aime pas beaucoup dans la maison. C'est gênant parfois. C'est dommage quand même, avec cette belle allure, que vous ne restez pas longtemps encore. Désormais, on va vous mettre un peu plus haut quand même, comme ça, ce sera plus le meilleur pour la fin alors. Non, je garde le meilleur pour la fin. Ben voilà. Christian? Oui. Ben voilà. Une femme, une histoire. On en aura davantage comme ça. Dans tous les secteurs. Le meilleur pour la fin. En passant du Burundi à la Côte d'Ivoire. Toujours. On trouve toujours des belles choses. C'est vraiment, il n'est pas gentil, lui. Non, mais bon. Non, allez, à très vite. À bientôt, à demain. À demain déjà, on est là. Toute la cité en page, ce sera demain. YouTube, n'oubliez pas. YouTube, notre chaîne YouTube. Vous suivez-nous, on fera tout ce qu'il faut pour vous. Parce que quand la cité parle, il faut l'écouter. À très vite. Toute la cité en parle. C'était ça, c'est comme ça. C'était ça. C'était ça. Va qu'elle perd, toute la cité en parle. C'était ça, c'est comme ça. Parce que j'aime ce moment, le moment où la cité va parler. Notre cité, en tout cas Noël Bouli, notre cité est loin d'être muette. C'est une cité qui s'exprime, qui chante, qui danse, qui parle, qui prend position, qui fait des débats. Et quand ce moment arrive, c'est important pour nous, car toute la cité en parle. Première invitée, une citizen arrive, c'est Racha. Rachouta, la plus belle. Bonjour Franck. Comment ça va? Comment vous allez? Ouais. Ça va? Ça va bien. Voilà. Comment ça va, Racha? Ça va bien, Bouli. Aujourd'hui, vous n'aurez pas de bise, hein? Ah, ouais, c'est pas vrai. Elle t'arrive, Racha. Josiane. Aux couleurs de la culture locale. Ça va, Josiane? Oui, je vais très bien. Bonsoir Franck, bonsoir monsieur. C'était quoi Elle n'a pas envie de porter une tenue aujourd'hui? Pardon? Elle n'a pas envie de porter une tenue comme d'habitude? Je trouve que c'est pas mal. Hein. Ça fait un Franchement, j'adore son boubou. D'accord. Ouais. Bon, on va adorer. C'est comme moi aussi, je suis aussi en t-shirt.
Ouais, il y a des Tout jours est comme ça. permis ce Tout est vendredi. permis ce vendredi. Ouais. Pas comme l'autre. Dieu merci, j'ai Chez nous, c'est. oublié moi une veste. Hein. Ouais, d'accord. Il sauve la face. Il n'a pas dérobé à la règle. Ok, Océane. Océane, tu reviens. L'océan bleu. Bonsoir Toujours. Acha, bonsoir Josita. Comment tu vas, Océane? Bonsoir. Bonsoir, Océane. On se retrouve. Bisous, je vous aime. On peut s'asseoir. Je peux s'asseoir. Ok. Alors, les citoyens sont là. Et cette cité, je vous le dis, je répète, elle parle, elle chante, elle fait tout ce que vous voulez. C'est une cité vivante. Et quand la cité est vivante aussi, il y a souvent ce qu'on appelle la diaspora. On en parle très souvent, c'est pour mettre ce pont entre ceux qui sont restés au pays et ceux qui partent à l'extérieur. Il n'y a pas de rupture, c'est plutôt une continuité. Et cette continuité est rendue vivante par Josiane, dans la rubrique Diaspora. Alors, Josiane, oui. on le sait, hein, Franck, la Côte d'Ivoire vit sa dernière semaine de sa campagne électorale présidentielle pour cette année 2025. Donc, la diaspora aussi s'est posé la question en amont de savoir quels sont ces Africains qui sont en Occident, qui participent activement à la vie politique dans ces pays d'accueil. Donc, on va essayer d'intervenir autour de certains points. Qui sont-ils? Quel est leur engagement, on va dire, civique? Les défis qu'ils ont à relever, les opportunités, et ils sont dans quelle formation politique ces Africains qui sont en Occident. Alors, on a fait un petit constat, on a remarqué qu'il y avait pas mal d'Africains effectivement qui participaient à la vie politique en Occident. On les retrouvait en tant qu'élus, en tant qu'électeurs, en tant que membres de partis politiques et en tant que candidats à des élections. Alors, la première figure politique, on va y revenir, mais déjà, leur engagement contribue, on va dire, leur engagement, je me reprends, contribue activement à la diversité de perspectives, ça c'est un premier point, et à une représentation, on va dire, dynamique autour des intérêts, voilà, de ces communautés africaines, afin de pouvoir, on va dire, être perspicace, hein, au sein des institutions. On connaît ce grand exemple de, ce monsieur d'origine du Togo, Kofi Niam, qui était... Secrétaire général de l'ONU. Non, c'est pas Kofi Annan, Kofi Niam, quelque chose comme ça. Qui était... alors, Niam qui était... Alors, oui, d'origine togolaise. Oui, qui a été ministre, en fait, en France. C'est un peu ça, tout ce monde-là. C'est des institutions européennes, voilà, pour terminer. Donc, la première figure politique comme ça qu'on a dénichée pour vous, chers citizens, chers téléspectateurs, Rachel Keke, qui s'en souvient, cette dame. L'Ivoirienne Rachel Keke, qui a été députée. Originaire de la Côte d'Ivoire, elle a siégé au Parlement, elle était députée, cette dame. Et elle était, voilà, dans une formation politique, la France insoumise. Voilà. Et non. Mais ça existe encore. Hein, ouais, c'est pas régulé, ça. Je sais. Et elle a surtout mené de bout en bout une grève qui a duré pendant 22 mois, voilà, qui décrit, on va dire, les conditions de travail assez difficiles pour toutes ces femmes de ménage. Et elle a eu gain de cause, voilà. Ça a été la grève la plus longue, hein, pendant 22 mois. Donc c'est quand même une voix qui a porté, même si elle ne siège plus au Parlement, sa voix a quand même porté. Donc c'est un engagement, on va dire, civique. Alors la deuxième figure politique, c'est un Ivoirien également, voilà. Il s'appelle Jean-François Kakou. C'est au Canada, ça? Oui, au Canada. Il est candidat. Un petit sourire. Voilà. Oui. Gestionnaire, directeur, et on va dire, il a piloté des projets novateurs qui ont fait rayonner la ville. Il a été président du Salon du chocolat à Montréal. Et il est candidat actuellement, on va dire, à la mairie, hein, candidat pour la mairie. Il a ses chances, hein. Ouais. À Montréal. Il n'est même pas le seul, il y a d'autres Ivoiriens qui sont dans le conseil municipal aussi, j'en connais pas mal. Voilà. Pour les élections municipales, on va dire, de novembre 2025, il a été directeur de la ville de Percé. Donc ces deux figures-là sont des exemples, on va dire, d'Africains. Voilà, L'Africain intégré qui intégré ailleurs, qui participe à la vie politique de leur pays d'accueil. Donc, il y a quand même des défis à relever, hein.
On parle un tout petit peu de discrimination, de manque de moyens financiers. Ça revient toujours à M. Boli. Donc mon compte n'a pas encore été garni. Hein. Donc, voilà. Non, mais la grande question qu'on se pose pour ce genre de truc, la grande question qu'on se pose, lorsqu'ils sont comment dire, intégrés dans la vie politique de ces pays-là, qu'est-ce qu'ils apportent comme solution réelle pour leurs semblables vivant à leur côté, entre guillemets. Oui, est-ce qu'il y a un impact considérable? Oui, il y a un impact parce qu'ils participent à des prises de décision importantes et toujours en faveur de ces communautés. Ils ne vont pas oublier quand même qu'ils sont des Africains, même s'ils sont intégrés dans des pays qui leur ont donné la possibilité de pouvoir rayonner. Mais au fond, ils restent des Africains. La seule présence fait que ce n'est plus aussi exotique d'être africain dans ces pays-là aussi. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas ça l'idée, j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas ça l'idée qui est cachée derrière la tête de ces hommes politiques? Moi, je me rappelle, quand je dis ça, je pense tout de suite à Ramayad, qui était secrétaire d'État. Ramayad qui était secrétaire d'État. Sous Sarkozy, justement. Sous Sarkozy. Ramayad qui était secrétaire d'État sous Sarkozy. Lorsque, justement, les problèmes qu'il y a aujourd'hui, quand Kadhafi était arrivé à Paris et que Sarkozy l'avait reçu en grande pompe, Ramayad avait crié haro en disant ce monsieur ne respectait pas les droits de l'homme. Et Sarkozy lui a fait comprendre gentiment, ma cocotte, calme-toi, là il est venu pour du business. En tout cas, c'est ce que la presse avait relevé à l'époque. Donc je ne sais pas si l'influence ou si l'impact de ces personnes politiques dans la vie politique des pays dans lesquels ils sont a un vrai... je veux dire, si ça bouscule un petit peu les idées reçues. Oui, mais est-ce qu'aussi on ne se sert pas d'eux pour montrer qu'on est ouvert? Tout à fait. En fait, c'est ça l'idée. Qu'on se serve ou pas, mais il y a quand même des personnes qui décident de faire Sciences Po. Donc de savoir que même en Occident, on a des ouvertures, dans ce sens, c'est déjà pas mal. C'est pas plus mal. Ok. Oui, mais alors si je peux encore dire une chose sur Sciences Po, rapidement. Vous savez que le recrutement pour intégrer... Non, mais parce que j'ai fait quand même une école en France, donc je sais à peu près comment ça se passe, les modes de recrutement. Sciences Po, c'est très compliqué pour y entrer lorsqu'on est africain. Voilà. Maintenant, il y a eu un peu de... Et ça s'est un petit peu adouci, mais à l'époque, c'était très compliqué. Que vous soyez africain ou que vous soyez personne vivante dans des quartiers plus ou moins difficiles, intégrer Sciences Po, c'était très compliqué. Aujourd'hui, Dieu merci, ça s'est un petit peu allégé, mais à l'époque, c'était très compliqué. Je voulais quand même souligner ça. Non, c'est important parce que ils sont bruyants. Est-ce qu'ils sont à leur place réelle ou c'est juste du saupoudrage, montrer que nous, on aime bien les étrangers? Il y a beaucoup de questions, mais tant mieux, s'ils sont intégrés. Ils sont intégrés, mais il y a pas mal d'exemples dans ce sens. On a juste présenté ces deux figures de la Côte d'Ivoire, mais il y en a... Il y en a pas mal partout. Hein. Voilà. C'est bon, aussi bien dans le sens contraire que dans... Ouais, tout est possible. Ouais. Moi, je verrais bien. Mais j'ai rien compris. D'accord. Tu as compris quelque chose? Alors, celle qui a pu s'intégrer à son temps, la société africaine, c'est cette reine du Yénéga, c'est ça? Alors, mes citizens d'amour, vous le savez, avec moi, on plonge toujours dans l'Antiquité. Et là, je vous ramène au XIe siècle. Là se trouve un roi du nom de Nédiga. Nédiga, c'était un roi puissant dans le royaume Ashanti. Il faut savoir que tout commence par le royaume Ashanti. Alors, à l'époque, avoir un fils était vraiment précieux. Seulement pour lui, il eut une jeune fille du nom de Yénéga. Il la forma. Elle était puissante en art d'âme. Il la forma poète guerrière, émérite en chevalerie, alors elle maîtrisait tout. Il la positionne en tant que commandant de son armée, mais il y a un hic, c'est une femme. Elle veut se marier. Là commence le conflit entre elle et son père, qui lui reproche de fonder une famille, parce que pour lui, elle doit être celle qui doit le remplacer. Alors il y a des gars, une jeune fille qui a tout, se dit, ben attends, si je reste dans ce royaume, je risque de perdre ma vie. Elle prend un cheval, elle prend quelques éléments, elle chevauche sur une aventure, et là commence une très belle aventure. Lors de son parcours, elle va s'installer au Burkina Faso. Elle rencontre, selon la légende, pour certains, elle rencontre Traoré, que les Mandingues disaient Taraoré. Un autre prince aussi qui était du royaume Mandingue, qui s'est cherché aussi, et il a rencontré. Les deux fonda donc le royaume aussi. Et il faut savoir que lors de son parcours, elle a eu quand même pas mal de dangers, mais comme elle était déjà formée pour combattre, pour s'imposer, pour conquérir, pour être
à l'aventure, elle a pu fonder le royaume aussi. Il y a eu un fils du nom de Ouedraogo qui veut dire cheval mâle. Alors c'est comme ça que la reine Yenenga a pu réussir à elle toute seule quitter un royaume super riche et s'installer au Burkina Faso qu'on appelait avant la Haute-Volta, et elle a créé le royaume aussi. Aujourd'hui, pour la culture burkinabé, c'est un emblème. Elle est une image emblématique de courage, une image de force et surtout de volonté. Alors la reine Yenenga est l'une des princesses les plus merveilleuses, les plus héroïnes que l'Afrique ait eues. Voilà, l'Afrique, c'est la même base partout. C'est la même base partout. Burkina, On sort Ghana, tout du royaume argentin, Burkina, Ghana, Côte d'Ivoire. C'est comme un triangle. L'histoire nous démontre aisément. On va malheureusement terminer ce plateau 1 de la cité avec Racha qui a un petit malaise quand même. Qui ne parlera pas beaucoup, juste un petit mot, on vous laissera aller vous reposer, puis on vous retrouvera en pleine forme la prochaine fois. Ne vous inquiétez pas, même quand j'ai un malaise, je suis toujours bien pour vous parce que vous êtes mes stars et moi je suis là pour vous. Aujourd'hui, je vais vous partager simplement une histoire, une belle histoire de Caramel qui est une belle femme, élégante, gracieuse, toujours sûre d'elle. C'est pour ça qu'elle a toujours le bonheur. On pense tout le temps qu'elle est heureuse parce qu'elle a une vie sublime. Elle a une maison luxueuse, un homme riche et des amis influents. Au-delà de tout ça, Caramel n'est vraiment pas heureuse. Caramel, il faut savoir qu'elle s'appelle Afoué. OK. Donc, Caramel n'est vraiment pas heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression que la vie qu'elle vit, elle se sent emprisonnée dans un monde qui n'est pas le sien du tout. C'est un monde rempli de paillettes et ça, ce n'est pas bon pour elle. Elle veut, ce qu'elle veut, elle, c'est l'amour. Elle veut avoir un vrai amour. Elle veut ressentir dans son cœur quelqu'un qui l'aime pour de vrai. Et pas pour les apparences, et pas pour ce qu'elle a, mais pour ce qu'elle a à l'intérieur. Parce qu'il faut savoir que le mari de Caramel, lui, la trompe. Bon, c'est une petite histoire que je vous raconte là, mais vous aurez l'occasion de découvrir en profondeur, si seulement si vous allez regarder le film Caramel de Henri Duparc et venez, vous allez me dire des nouvelles. Je vous embrasse. Merci Racha. Ça c'est ce qu'on peut profession. C'est censé ne pas trop fort. Oui, mais c'est ça le boulot. Pas en forme, il faut travailler. Merci Racha. Elle a fait preuve de courage, de détermination. Notre Racha à nous, quoi. Notre pépite à nous. Toujours. Je suis toujours la pépite qui va éblouir votre cœur, qui va vous donner de l'amour, du peps et surtout de la joie. On va quoi? On va vibser. On va vibser. Et ça sera demain. On va tous vibser ensemble sur une pépite encore. Donc, je vous imagine. C'est quand même en faisant ce qu'on appelle le chassé croisé. Allez, on va racheter le chassé croisé. Racha, la légende commence par ici. Océane aussi. Josiane, il faut être ici pour exister. Ami et Monica. Toute la cité en parle. Force à vous forcer. Vous revenez? Forcer. Tu vas aimer. Monica, ça va? Il a la toute la cité en parle. C'est comme ça. Toute la cité parle. La cité n'arrête pas de parler après ce premier plateau de toute la cité. C'est le second plateau avec le chassé croisé accompli. Monica, Ami et Hilary. Ils sont là, hein? Elles sont toutes magnifiques. Merci. Le premier, deuxième, troisième plateau, moi, magnifique à tous. Toutes magnifiques. La cité fait des choix incroyables. Surtout dans votre veste et Hilary, on y va? On est quand même là pour travailler. Hein? Elle était en train de m'apprécier. Non, attends. Elle était en train de m'apprécier, Franck. Ok, je m'en veux d'avoir arrêté ça, mais quand même. Bon, on y va quand même. Hilary. Les réseaux sociaux, c'est la plus grande scène publique de toute l'histoire. D'accord. Chacun peut y dire ce qu'il pense. Politique, sport, amour, coup de gueule, tout le monde, la parole est libre en fait. Tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais cette liberté a un revers. Les insultes, le manque de respect et le harcèlement. C'est-à-dire, quand vous allez sur les réseaux, oui, c'est tranquille, mais ce n'est pas tout tranquille. Vous pouvez être harcelé par des inconnus. Bien sûr. Il y a tellement de choses invisibles qui nous arrivent. Oui, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite en fait. Tout le monde peut te dire ce qu'il veut. Alors que même si c'est une place publique pour s'exprimer et tout, on doit quand même faire preuve de bonne éducation.
On n'est pas obligé de dire forcément tout ce que l'on pense sur des gens qu'on ne connaît pas surtout. Ça, pour moi, j'appelle ça un manque d'éducation. Ok. Voilà. Donc, doit-on limiter? Doit-on prendre des mesures pour qu'il n'y ait que des commentaires positifs? Ce sera difficile, pas que des commentaires positifs, mais des commentaires assez filtrés pour pas qu'il y ait des enjeux. Mais qui filtre? Qui va filtrer? Les applications en elles-mêmes. C'est-à-dire que TikTok, par exemple, si tu es en train de faire un live où il y a des mots qui ne sont pas assez appropriés, exactement, ils vont automatiquement bloquer ton live. Facebook fait pareil. S'il y a des commentaires, par exemple, qui contiennent des injures, qui ne sont pas aussi appropriés, enfin les injures, c'est jamais approprié après. Je crois que dans le temps, Facebook faisait ça, et après, ils ont relâché. Avant l'arrivée de Trump, c'était contrôlé. Depuis, je ne sais pas s'il y a un rapport réel, enfin, depuis un moment, c'est... Allez. Non, mais en fait, Franck, c'est vraiment la tribune des... c'est vraiment la tribune des... Voilà, les réseaux sociaux sont magnifiques, mais en même temps, ça peut être une poubelle. Quoi. Bien sûr. C'est vraiment un endroit où tout le monde se... C'est un défouloir, quoi. C'est un défouloir et malheureusement, c'est... C'est devenu un terrain, en fait, de boxe. C'est devenu un terrain de haine, en fait. De règlement de compte. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Et surtout qu'on a la possibilité de parler sur un profil caché. Bien sûr, c'est ça le plus dangereux. Parce qu'on ne sait pas à qui appartient le faux profil dont on parle. Donc ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un qui fait partie même de ta famille. Tu ne sais pas en fait c'est qui. Donc tu peux pas vraiment te méfier des personnes. Donc ça devient vraiment dangereux. Et on connaît beaucoup de faux profils qui ont ôté la vie de beaucoup de personnes. Autant pour moi, désolé d'en parler sur ce plateau. Mais enfin, c'est dommage. C'est dommage parce que ça part en vrille en fait. Alors donc on remarque que c'était un bel outil qui est arrivé, Internet. Ouais. Mais de plus en plus l'abus fait qu'on se demande si réellement c'est vraiment un bel outil, quoi. Parce que il y a de quoi se demander des choses, quand même. En fait, parce que ça tourne en vrille. Ça part de partout. Doit-on donc canaliser, mettre des limites ou complètement censurer? C'est une grande question. C'est une grande question. La liberté? La liberté... oui, enfin, la liberté, mais pas à n'importe quel prix, quoi. Je veux dire, il faut... C'est ça, la liberté, quoi. Il n'y a pas de limite à la liberté. C'est vrai que... Elle s'arrête là où commence celle des autres. En même temps, c'est un grand fourre-tout. Non, mais je veux dire, à un moment donné, il y a quand même des paroles, il y a quand même des mots qu'il ne faut pas sortir, des mots grossiers. Parce voilà, il faut faire preuve de bonne éducation. C'est un défouloir, quoi. C'est un défouloir de coincer. C'est un défouloir de coincer. En fait, déjà... On peut le dire, hein. Je veux dire, c'est un défouloir de coincer. Donc les gens, ils vont là-bas en manque d'amour. Donc ils vont là-bas pour s'extasier, là. Ils déversent leur haine, leur manque de confiance en eux. Beaucoup de choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, comme vous le disiez, pour y aller... Sinon, y aller, c'est un risque. Il n'y a pas que des bons côtés. C'est comme vous mettez à la mer. Vous pouvez être happé par des requins, par n'importe quel animal dans la mer. Tu sais, Franck, on a trop pointé du doigt, en fait, les personnes qui se lancent sur Internet. Ça ne devrait pas être une mauvaise chose. Non, réseaux sociaux, Internet, on peut faire une petite différence. Sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Ils ne devraient pas, en fait, craindre quoi que ce soit à la base. Mais ça, c'est une bon sens. Si, mais on vit dans un monde où il n'y a pas forcément que du bon sens. C'est ça, donc parlons plutôt... C'est comme les gens qui conduisent mal, quoi. Je veux dire, du coup, parlons plutôt... Justement, c'est comme du bon sens. Toi, tu conduis bien. Il y a des gens qui conduisent mal, quoi. Mais justement, il faut éduquer ces personnes. Et du coup, ces personnes... Mais tu ne les connais pas. On ne les connaît pas, mais on va leur parler sur Internet, c'est dommage. Le truc, c'est que, c'est comme disait McLuhan il y a peut-être 40 ans en arrière. C'est qui McLuhan? C'était un grand écrivain canadien qui a fait un grand livre qui s'appelle Média, où il disait déjà que bientôt la terre sera ouverte à tout le monde pourra se parler, se voir, sans se connaître, mais ce serait un gros village. Il n'y avait pas encore la venue de Internet, tout ça? Non, il n'y avait pas, il y a 40 ans. Ah bon? Ce sera bientôt un gros village où on pourra se voir, se parler sans problème. Et s'insulter. Mais c'est ça. Ouais. Donc, dans un gros village, forcément, chacun dit des crânes brûlés. Le gars, il est en Chine, tu es ici, il te dit ce qu'il veut. Bon, donc, il faut prendre des précautions en y allant. Ouais, si tu vas dénuder, forcément, les gens vont... Mais même quand tu ne fais rien de mal, il y a toujours des personnes qui vont venir te trouver des défauts, c'est dommage. Mais c'est le même audacieux, il dit, je suis là, regardez-moi. Mais dans le regard, le regard, il est toujours multiple. Hein. C'est très, très mal fait. D'accord. C'est bon de relever ça. Internet, oui, mais attention. Amis,
Ce soir, on parle de quoi? Côté économie? Ce soir, on va parler de l'économie circulaire. L'économie circulaire, vous connaissez ça? Oui, enfin l'économie qui circule. Quoi. Voilà, c'est ça? on peut dire ça. C'est ça? Ça tourne. Ce sens-là. D'accord, ok. Voilà. Je suis certaine que vous tous, vous connaissez, ou bien vous en avez entendu parler, même si cela date du XVIIIe siècle, de Antoine, le français, le chimiste français Antoine Lavoisier, qui a cette fameuse maxime: rien ne se perd, tout se transforme. Oui. Voilà. Absolument. Je suis sûre que M. Boli doit le connaître, lui qui est ingénieur. Ah, il connaît Marc Lavoisier? Il doit connaître l'histoire. Mais c'est votre parent français. Si j'ai l'air d'être un vieillard, c'est l'époque du... Non, loin de moi l'idée de penser ça fait des siècles quand même. Là. Quand même, Ok, d'accord. Donc, contrairement à l'économie linéaire, qui est le fait de produire, consommer et jeter, l'économie circulaire vous permet de produire, consommer, réutiliser et recycler. Avec l'économie circulaire, tout se transforme. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Mais les environnementalistes, ils seront contents, ça, parce que ça, c'est vraiment... Franchement. Tous ceux qui pratiquent le recyclage, les respectueux, les hautes qualités environnementales. Surtout que de nos jours, nous produisons d'énormes déchets, que ce soit les détritus, les déchets alimentaires ou bien même les déchets solides. Je vais vous donner quelques chiffres. Déjà, en Côte d'Ivoire, sachez que le pays génère 5 millions de tonnes de déchets solides par an. Oh, ça, c'est seulement les déchets solides. 6 millions ou 5 millions? Ça, c'est les déchets connus. Hein. Solides. Mais solides et déclarés. Et déclarés. C'est dans tous les villages, c'est parce qu'on déclare. C'est quoi les déchets solides, par exemple? Les déchets solides, par exemple, ça peut être... des bidons plastiques. Non, pas les bidons, ça, c'est différent. Ça peut être ton réfrigérateur. Ça peut être peut-être... Mon réfrigérateur que je fous à la poubelle, c'est ça? Oui, quand c'est abîmé, que vous l'utilisez. Ton canapé, votre canapé, ton matelas, vraiment la télé, voilà, c'est tout ça. On va dire les grands déchets, quoi. Les grands déchets. Et les déchets alimentaires, c'est tout ce que peut-être nos commerçantes, après avoir vendu les restants, elles évacuent. Même dans les grandes surfaces aussi, quand la date de péremption arrive souvent, ils peuvent l'évacuer, mettre dans les poubelles, dans les bacs à ordures. Tout ça, ce sont les déchets alimentaires. Ainsi désigné, la Côte d'Ivoire produit 5 millions de... 5 millions en termes de déchets solides. 5 millions de tonnes de tonnes. 5 millions de tonnes de déchets solides par an. C'est énorme. Et pour ce qui est des déchets ménagers, seulement à Abidjan, hein, je parle seulement d'Abidjan. 5 millions? Non, je vais vous donner un chiffre pour Abidjan. Abidjan est estimé à 1,2 à 1,7 million de tonnes par an pour les déchets alimentaires, pour ce qui concerne nos ménages et autres. Vous voyez que c'est vraiment énorme. Et ces déchets dans la rue, dans la ville, c'est pas bon pour notre environnement et c'est pas bon pour nous-mêmes. Et c'est pour ça que les économistes, comme ils passent leur temps à réfléchir, j'ai pas dit que les autres ne réfléchissent pas, mais eux, ils sont beaucoup plus dans la réflexion, ils sont habilités à le faire et ils le font. Ils se disent qu'au lieu de jeter, il faut recycler. Moi, je peux vous parler déjà, je vais porter le chapeau de conseil agricole aujourd'hui. Ok, on y va. Voilà, on peut faire les composts. Le compostage grâce aux déchets, aux détritus alimentaires. C'est quoi le compostage? Le compostage, c'est le mélange des végétaux, déchets végétaux avec les détritus alimentaires et également avec les déjections animales. Et pas n'importe quelle déjection animale, surtout prendre les déjections bovines. D'accord. Voilà. Bovine, c'est la viande. Hein. Bovine, c'est les bœufs. Voilà. Vous prenez les déjections bovines, vous mélangez avec les végétaux, et les détritus, les aliments qu'ils ont jetés au marché, vous mettez tout ensemble et quand c'est bien conservé, à un certain moment varié entre 3 à 6 mois, vous pouvez le remettre aux différents planteurs qui vont prendre ça et utiliser comme des engrais dans leur champ. Vous voyez que c'est utilisé. Voilà, c'est très bien, c'est réutilisé. Pour ce qui est des plastiques également, on a la possibilité de... La grande bataille des plastiques. Voilà. Là, par contre, c'est plus compliqué. Là-bas, c'est plus compliqué, mais il y a certains qui les utilisent aussi pour recycler. Quand on parle de recycler, on peut refaire d'autres produits ou bien d'autres récipients, des verres, tout ça. Des sacs même. On a vu ça au Burkina. Il y a une usine, spécialisée en ça. Par contre, je sais que les canettes, on les utilise pour faire des marmites après.
Oui, les canettes. Ouais, Oui, nos mamans aussi, elles rassemblent les canettes. Ça, je le sais. Voilà, les canettes et puis elles recyclent. L'économie circulaire. Voilà, c'est Ami? l'économie circulaire. Et avec l'économie circulaire aussi, cela, on a beaucoup d'emplois qui sont générés. Est-ce qu'on a les moyens de mettre ça en place? C'est ça, c'est le bémol en fait. Mais il faut dire que nos dirigeants ont compris et maintenant ils s'y donnent pour pouvoir atteindre certains objectifs à ce niveau-là. C'est qu'il y a, en tout cas, il y a encore beaucoup à faire. Messieurs, si on le veut, on peut avoir des choses par nous-mêmes. Hein. Il n'y a qu'à opter pour l'économie circulaire. Tout se transforme. Oui. Rien de super. Puisque si nous avons nos potagers à la maison, M. Noël, comme ça, je sais qu'il adore beaucoup les fleurs. Il peut mettre les engrais naturels. La nounou peut faire un peu de compost à la maison et elle va mettre... Et quand vous avez parlé de compost, vous savez à quoi j'ai pensé? Oui, vous avez parlé. Quand j'étais plus jeune, petite histoire rapide. Oui, je vous écoute. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais en France, on avait des tickets de bus. Qu'on mettait, on compostait les tickets de bus. Donc quand vous avez parlé de compost, je me suis dit, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? D'accord. Vous étiez déjà un génie, hein? Non, c'était pas moi. C'est pas lui qui fait, c'est juste les tickets de bus. Pour valider le ticket de bus, il fallait le composter. Allez, Monica, tout cela, ça fait partie de la beauté de la vie. Hein. Non, vraiment. L'économie circulaire. Les réseaux sociaux. Le compostage. Et les réseaux sociaux. Ouais. Monica. Oui, bonsoir. La beauté ce soir, ça nous entraîne où? La beauté ce soir, aujourd'hui, nous allons parler d'un signe de beauté, de maturité, surtout de confiance. Elle est pétillante, hein? Exactement. Les cheveux blancs, c'est ça? Bien sûr, les cheveux blancs. Ah, c'est une beauté, ça? C'est une beauté. Oui. Elles ont été longtemps dissimulées, teintes et cachées. Je vois une complicité ce soir entre les deux. Allez-y, faites votre émission à part. Bien sûr. Allez, je vous écoute, Monica. Ouais, pendant longtemps, ils ont été un signe de vieillissement. Et les gens avaient du mal même à... Quand ils commencent à avoir des cheveux blancs, ils étaient en train de simuler, de mettre des foulards. Quand c'est les femmes, les hommes, ils mettent... bon, c'est un produit de chez nous quand on appelle Yomo. Un colorant noir. Voilà, un colorant noir. Mais au jour d'aujourd'hui, avec... les gens ont libéré leur esprit. On les retrouve dans des magazines, sur des podiums. Et partout, on retrouve ces personnes-là sur les réseaux sociaux et tout. C'est devenu un signe de beauté. Voilà, c'est devenu un signe de beauté, Vous de aimez ça, confiance. Moi, j'aime beaucoup. De plus en plus de femmes et d'hommes assurent fièrement les cheveux pareil. Oui. Les cheveux grisonnants, les cheveux blancs. Les cheveux blancs. Aujourd'hui, ce n'est plus... un truc à cacher. C'est devenu un symbole de beauté, de maturité. Et il y a des jeunes qui ont des cheveux blancs, c'est pas forcément des personnes âgées. Cheveux aussi, on dit que c'est de la chance, non? Il y a des jeunes qui choisissent de teindre les cheveux blancs. Quand vous voyez M. Boli, aujourd'hui c'est sa fête. C'est ça, il a la barbe blanche. Et c'est un signe de beauté. Ouais. Et c'est beau, c'est raffiné. Et surtout, il faut l'entretenir aussi. Ouais. Voilà, parce que ça jaunit parfois et elles sont très fragiles. Ça jaunit parfois. Oui. Et il faut l'entretenir. Tout comme on se donne les cheveux bleus, verts, jaunes. Justement. Les cheveux blancs. Rouge comme Monica, par exemple. Voilà, justement. C'est style aussi aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Et il faut l'entretenir avec du shampoing violet. Vous donnez sa couleur, son éclat. Shampoing violet? Oui. Ah. Et aussi avec des huiles. Il faut bien faire un massage, hydrater bien les cheveux, c'est très important. Avec de l'huile d'argan, l'huile de coco, c'est très important. Et sachez qu'avoir les cheveux blancs, c'est plus un complexe. C'est très beau. Monica, vous aimez les cheveux blancs? Les hommes qui ont les cheveux blancs? Bon. Bien alignés. C'est une grâce d'avoir les cheveux blancs. Oui. C'est une grâce déjà d'avoir les cheveux blancs. Violet, c'est ça? Bien sûr. Et je dirais que c'est une grâce d'avoir les cheveux blancs. Parce qu'il faut que chacune de nous puisse arriver à là. Et par la grâce de Dieu. C'est pas Mais c'est pas forcément lié à l'âge. Oui, forcément. Oui, ça peut parfois génétique aussi. Il y a des enfants même qui naissent avec des cheveux blancs. Ouais. C'est pas forcément, il faut être adulte. Voir un enfant, un bébé avec des cheveux blancs, ça va faire bizarre. Ça arrive. Non, mais ça arrive. Ce n'est plus systématiquement signe de vieillesse. Tout ça. C'est très joli. Il faut vous décomplexer. Ce n'est plus systématiquement signe de vieillesse d'avoir des cheveux blancs. Les femmes viennent de le dire. C'est très joli. Alors, messieurs. Sentez-vous beau. Sentez-vous beau. Voilà, je reprends la phrase d'une belle dame. Sentez-vous beau avec vos cheveux blancs. N'ayez pas de complexe, n'ayez pas de...
La cité, qu'est-ce que sont les choses qu'on a Non, c'est vrai, des choses incroyables. Pour faire un petit témoignage, celui qui était dans le bureau de mon DG, je ne citerai pas le nom, et je regardais une chaîne de télé. Enfin, il a mis une chaîne de télé, il y avait une dame qui avait des cheveux blancs, mais je trouvais qu'elle portait vraiment très bien. Elle était magnifique. Et j'arrêtais pas de dire, elle est sublime cette dame, mais c'est une dame d'un certain âge. Mais je trouvais que c'était classe, quoi. J'ai trouvé ça très classe. C'est un signe d'élégance maintenant. C'est trop J'ai classe. trouvé ça très classe, très aéré. Oui. Suivez toute la cité en parle, vous en saurez des choses que vous ne saviez pas. Cette émission, il faut la suivre tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches à 19h30. Vous allez apprendre des choses. Vous apprendre des choses. Ce n'est pas une émission creuse. Vous pourrez nous suivre également sur YouTube. Toute la cité en parle sur YouTube. Vous nous en direz des choses, c'est évident. Merci beaucoup d'avoir été là, les filles. Le temps passe vite, malheureusement. On aimerait bien voulu être encore avec vous, mais la cité, ça bouge. Ouais. D'autres personnes arrivent aussi. Merci et à tout à l'heure, peut-être dans les coulisses. Pour l'instant, on vous dit au revoir. Au revoir. Ami, Monica. Au revoir Noël. Au revoir Franck. Hilary. Au revoir.